Salut tout le monde, j'aimerais vous parler de ce sujet qui m'a animé ces dernières années, à savoir, mais comment on fait pour survivre en tant que coach lorsque on est donc assujetti à la résistance au changement. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur. J'aime beaucoup évidemment essayer de trouver les ressorts qui permettent aux personnes de s'améliorer. Et c'est au fil du temps que j'ai fini par développer une meilleure connaissance de cette résistance-là et que j'en ai fait ma meilleure amie. Alors un constat que peut-être aussi vous partagez, c'est que les gens ne veulent pas changer. Les gens, malheureusement, désirent le changement mais ne veulent pas changer eux-mêmes. On a peut-être en mémoire des rétrospectives avec des silences appuyés de personnes qui ne désirent pas commencer, être les premiers à le faire, des personnes qui ne voient pas l'intérêt de s'améliorer, ou potentiellement, bah, c'est ça, des, des gens qui disent que c'est pas le bon moment, tout simplement. Et la réalité, en fait, que j'observe, c'est que la plupart du temps, les gens ne résistent pas par défaut au changement. Ce n'est pas le changement qui est pas désiré à la base. C'est pas perçu comme mauvais. C'est plutôt l'effet du changement sur les personnes ou leur perception que pourrait avoir ce changement-là qui pourrait être perçu comme mauvais. Et c'est ça qui crée un peu cette résistance, c'est le fait que les gens pourraient se sentir menacés dans ce changement. Et donc, je me suis dit, tiens, en tant que coach, comment est-ce que je gère ça? Et je me suis rendu compte que si j'étais uniquement dans l'écoute des personnes, on a des grandes chances de se planter. Mais si on développe le fait d'entendre le message caché derrière la résistance, on a beaucoup plus de chances de pouvoir aider les personnes. Et je vais vous raconter une histoire où je me suis radicalement planté. J'étais avec un manager qui demandait de l'aide. Une personne qui avait l'air en pleine conscience de ce qui se passait dans son environnement. Elle avait beaucoup de contexte, beaucoup de faits, elle était là depuis plusieurs années. Elle avait une équipe qui souffrait, euh, qui était surchargée de travail, qui avait des difficultés évidemment à être engagée là-dedans, commençait à avoir le moral un petit peu en berne. Et elle avait essayé plein de choses. Scrum, Kanban, tout ce que tu veux. On a tout essayé. J'ai tout essayé. Aide-moi. Dis-moi quoi faire. Je vais le faire. Moi, je me suis dit, c'est génial d'avoir des mandats comme ça. Enfin, quelqu'un qui a envie de changer. Pas de résistance. Génial. On est parti. Avec l'équipe. Avec le Scrum Master. Avec le manager. On a commencé à épouiller les choses. On a commencé à ramasser du contexte supplémentaire, des données, des faits. On a établi plusieurs plans. On a essayé d'entrevoir des possibilités. On a choisi un changement. On a planifié ce changement-là. On l'a implémenté. Et ça a merdé. Ça a merdé de manière magistrale. Tout le monde était contre nous. Les autres équipes étaient en train de hurler, la direction était pas contente, le manager évidemment se ramassait tout sur le dos, était très mécontent. On a rollback, le manager a rollback, puis il m'a collé un meeting. Et mon mandat s'est terminé. Et je remercie cette personne parce que j'ai beaucoup appris de cette expérience-là et de son feedback aussi. Je me rends compte, rétrospectivement, que j'avais bien écouté les messages, mais que je n'avais pas suffisamment entendu la requête. Oui, la personne désirait du changement. Elle était volontaire. Elle voulait que ça s'arrête. Mais elle désirait aussi être en contrôle de ce changement, ce que je lui ai enlevé. Et donc, ce que maintenant je comprends, c'est qu'il faut être à la recherche, en quête, d'un message caché, qui n'est pas toujours dit. Et qu'il vaut mieux ne pas trop répondre de manière logique
à ce qu'on écoute. Le but n'est pas nécessairement d'être le plus malin et d'avoir la meilleure solution, mais d'être la personne qui a le mieux entendu le besoin. Alors, salut, moi c'est Pierre Cyril, tu peux aussi m'appeler PC. Je suis coach en transformation et j'aide les grandes entreprises à s'améliorer en continu, à retrouver leur flow perdu. Et moi, ce que j'aime, c'est principalement les petits incréments de 48 heures. Je suis aussi le créateur de la méthode BISCAT, qui permet de démarrer l'amélioration continue dans tes équipes en commençant par les événements Scrum. Et évidemment, je partage mes apprentissages dans mon podcast et la newsletter de Collaboration Solved. Alors, entendre le message caché, ça veut dire quoi? Il y a à la fois ce qui est dit, mais il y a aussi ce qu'il faut entendre. Et dans un troisième niveau, ça va nous permettre de comprendre de quoi les gens ont besoin. Alors, les éléments qui sont dits la plupart du temps vont être les excuses rationnelles qui sont absolument logiques et valables. Tout est valable dans ce qui est dit. On n'a pas le temps, on a déjà essayé, les rétros ça marche pas, Scrum ça marche pas, c'est bon, on n'a pas besoin de s'améliorer, on est déjà bon. Tout ça on a entendu. C'est vrai, c'est valide, mais il y a une raison en arrière. Il y a quelque chose qui n'est pas entendu. Et ce qui n'est pas entendu, bien souvent c'est la peur. C'est la peur du changement. Et cette peur-là, elle peut avoir plusieurs formes. Les gens peuvent avoir peur de se retrouver surchargés de travail, peuvent avoir peur d'un plan qui leur paraît absolument très risqué par rapport à la zone de confort qu'ils ont actuellement. Ou de se retrouver seuls, isolés, de se retrouver non reconnus, non visibles, ou de se retrouver en dehors de leur zone de compétence. Et ça fait peur. Alors si j'essaye d'appliquer toute cette réflexion-là à un cas concret, une nouvelle discussion, pas avec la même personne, je suis grillé. Un directeur me dit, bon là on a plein d'améliorations qu'on veut mettre en place, on est en train de discuter du plan, il me raconte que son équipe est super capable, super volontaire, qu'ils ont plein d'idées, qu'ils font plein d'améliorations déjà, mais là, on lui dit stop, faut tout arrêter. Arrête avec tes trucs. Ça va rentrer en conflit avec un autre truc qu'on est en train de faire. Une autre grosse initiative d'amélioration. Non, arrête tes trucs. Attends que ça soit fini. Là, dans ma tête, j'essaye d'analyser un petit peu les choses. Je sens que la personne, on lui a un peu tapé sur les doigts. Il y a quelque chose qui est pas dit là-dedans. Ce que j'écoute, c'est que c'est pas le bon timing. Il y a un potentiel conflit. Mais ce que j'entends derrière, c'est que cette personne-là, elle a besoin d'être vue. Elle dit que ces gens sont capables. Elle dit qu'elle a des idées, que ces personnes ont des idées. Elle dit que ça a déjà été fait, mais quelqu'un lui dit d'arrêter. Donc là, le but, c'est d'essayer de créer une invitation à s'améliorer, à continuer, à avoir le désir de se lancer, mais en réduisant le risque de ce changement. Et si on faisait une micro-expérience, 48 heures max, le but, c'est réduire la possibilité d'un conflit. On veut travailler sur quelque chose de plus petit. Et si on essayait quelque chose qui est tellement petit que personne ne le saura, qui est tellement petit qu'il pourrait se confondre avec du travail au quotidien. Là, la personne me dit, ouais, on peut faire ça. Je lui dis, en plus, toi, tu pourrais l'utiliser pour donner de la reconnaissance à tes contributeurs. Faire en sorte que leurs efforts ne soient pas vains, qu'on apprenne des choses. Potentiellement que ces choses-là pourraient nous aider pour des plus grands projets plus tard. Pourrait leur donner confiance que c'est possible. Voire même influencer le grand projet de l'autre. Puisqu'on aura appris des choses. Elle me dit, ouais, on pourrait faire ça. On commence quand? Et en fait, ce qu'il ne savait pas, c'est que ça avait déjà commencé. Juste le fait d'avoir cette discussion et de passer de ce n'est pas possible, on ne peut pas, je suis bloqué, à oui, faisons-le, on commence quand? Le changement avait déjà commencé. Alors, comment est-ce qu'on fait pour aimer la résistance au changement? Que ça devienne votre meilleur ami? Il y a deux éléments.
qu'à la fois il faut entendre le message caché et créer des invitations à l'amélioration basées sur les besoins. Alors ça va être de bien écouter les différents niveaux et de bien saisir quel est le besoin qui n'est pas adressé, qui n'est pas entendu. Et par la suite, eh bien, ça va être de créer ces invitations-là basées sur les besoins, qu'on veut s'assurer qu'elles réduisent le risque, qu'elles soient focusées sur les apprentissages, qu'elles soient réduites à 48 heures, le fait qu'on peut retourner en arrière, que ça soit pas permanent. Ce qu'on cherche, c'est à créer des invitations qui sont moins risquées et qui vont permettre aux personnes de se lancer, rentrer dans le désir de vouloir d'être dans l'action du changement. Ce que j'ai eu en tête à la suite de la préparation de cette conférence, c'est une phrase qu'un inconnu total m'a dit pendant un Agile Tour. Elle est juste restée gravée dans ma tête, je sais pas pourquoi. Puis là, il me dit accept existence and expect resistance. Et maintenant, cette phrase, je la comprends différemment. La résistance sera toujours là. Et si j'essaie de comprendre, de lire le message caché qu'elle m'envoie, non pas que je combats la résistance, mais je m'en sers comme levier, finalement, pour pouvoir aider les gens à avoir du désir pour pouvoir changer. Merci, à plus tard.